Bon, alors on va avoir un deuxième panel. Je vais vous présenter rapidement, s'il vous plaît, le premier présentateur. Il s'agit de Georges Lebel, professeur de droit associé au département des sciences juridiques et à la retraite. Il a démissionné du barreau après 48 ans. Il n'a donc plus le droit au titre d'avocat. C'est sa présentation que je vous fais, là. Il est l'auteur, avec Paul Martel, du manuel « La corporation sans but lucratif au Québec », Wilson Lafleur, 1300 pages. Alors, il va nous faire une courte présentation. Merci. Oui, j'ai écrit mon texte parce que j'aime pas ça beaucoup parler assis, mais là, avec les machines, je suis obligé de m'asseoir. J'ai écrit mon texte parce que j'ai l'habitude d'être bavard, puis c'est dangereux. Alors, je vais essayer de suivre mon texte et pas être trop bavard. Mais je vais parler, pour commencer, en dehors de mon texte, pour vous dire la chose suivante. Je vais faire une profession de foi démocratique. La démocratie, pour moi, c'est une vertu qui tend à la participation de tous à toutes les décisions dans la société. C'est une vertu, c'est une tendance, c'est jamais réalisé. Actuellement, nous sommes dans un régime de négation de la démocratie vers le républicanisme. Qu'est-ce que c'est le républicanisme? C'est la reconnaissance dans la société que ce sont les élites propriétaires qui doivent décider pour tout le monde. Et dans ce régime-là, quand on est républicain, on fait des demandes à l'élite propriétaire et on reconnaît que les femmes et les non-propriétaires n'ont rien à dire. Je suis porté à constater qu'au Québec, nous sommes tous de plus en plus républicains. Deuxièmement, j'ai fait un petit truc. On parle aujourd'hui de la transparence. La transparence, pour moi, c'est faire croire que le crime au grand jour est moins grave. Il y a 3 crimes contre la démocratie. Le premier crime, le financement corporatif des partis politiques. Le deuxième crime, la corruption. Le troisième crime, le lobbyisme d'intérêts privés. Dans une société républicaine, on prétend à la transparence pour cacher un comportement criminel. En conséquence, vous ne vous surprendrez pas si je vous dis que personnellement, étant à la retraite, n'étant plus membre du barreau et étant tout seul de ma gang, je suis contre la loi sur le lobbyisme. Je suis contre la corruption, mais pour les prisons, pour les corrupteurs. Et je trouve que les partis politiques me fatiguent un petit peu. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais juste vous raconter des affaires que vous savez tous, mais je vais essayer de les mettre ensemble pour que ça fasse un petit peu de sens. Pour ouvrir une perspective large, là, rappelons que depuis 1978, les groupes se sont opposés à 5 reprises au changement proposé à la 3e partie de la Loi des compagnies du Québec. Mais la volonté demeure de nous imposer le modèle de ce qui a été fait au fédéral et aux États-Unis, substituer au contrôle démocratique des membres celui des comptables et, plus largement, soumettre le bénévolat à la concurrence et au marché. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer en 2 temps. D'une part, la réduction du mouvement communautaire et le contrôle des membres. Là, je suis sur le terrain qu'a très bien déblayé mon ami Vincent. Et dans le deuxième élément, je vais vous parler de la concurrence et du marché, la concurrence des entreprises privées et des groupes communautaires. Premier élément, Python. Premier élément, l'article 1525 du Code civil qui est là depuis 1994.
Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais ça dit la chose suivante. Les OSBL sont des entreprises. Parce que la définition, c'est constitue l'exploitation d'une entreprise, l'exercice par une ou plusieurs personnes, autant que possible plusieurs pour un groupe communautaire, d'une activité économique. Dans la vie, il n'y a rien qui ne peut pas être envisagé sous l'aspect économique. Alors, juridiquement, on fait tous de l'économie. Organisé. Mais là, si vous n'êtes pas organisé, vous avez des problèmes. Qu'il soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production, la réalisation des biens, ça, c'est primaire, secondaire, tertiaire. Quoi que vous fassiez, en vertu de cette disposition-là, vous êtes une entreprise. Alors, dites pas, on n'est pas des entreprises, vous êtes des entreprises juridiquement. La seule, mais très importante différence est qu'ils ne paient pas d'impôts. Parce que leur activité ne vise pas le gain économique pour leurs membres. Alors, tout à l'heure, on cherchait une distinction, là. La vraie distinction, si vous cherchez un intérêt économique pour vos membres, vous n'êtes pas sans but lucratif. Ce n'est pas leur objet. Alors, le mot important, là, ici, c'est objet. Or, depuis 20 ans, on ne s'occupe plus des objets dans le cas des compagnies à capital action. Entre parenthèses, les OSBL, la vraie détermination, la vraie dénomination juridique, c'est des corporations sans capital action. Il n'y a pas d'argent, théoriquement. L'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si on peut utiliser la structure des OSBL pour accumuler des actifs et donc des profits hors impôt. Là est la question. On a toutes les exemptions fiscales, on les a toutes eues dans le système économique normal. Puis là, on veut utiliser les corporations sans but lucratif pour en payer encore moins. C'est ça l'enjeu. Le gouvernement Harper avait décidé qu'il allait faire un petit ménage là-dedans et qu'il allait taxer les activités lucratives des organismes sans but lucratif. Il avait proposé ça. Là, le gouvernement Trudeau nous annonce qu'il va être gentil avec la société civile. Il dit qu'il est en 2015. Ce matin, il y a un gars qui dit non, il est toujours en 1960. Mais dans Le Devoir, si vous lirez ça, c'est très intéressant. Alors, dans le mandat à Mme Leboutillier, le mandat à la ministre du Revenu, vous voyez le mandat, soyez gentil. Alors, ils disent moderniser les règles qui régissent le secteur des organisations de bienfaisance et des organismes sans but lucratif, en collaboration avec le ministre des Finances. C'est assez curieux, hein? C'est le ministre des Finances, en tout cas, le ministre des Finances qui s'occupe de nous autres. Un nouveau cadre juridique visant à renforcer le secteur découlera de ce processus. Alors, vous avez tous les yeux très grands ouverts, les oreilles très grandes ouvertes, un nouveau cadre juridique. Alors, on veut faire des entreprises économiques, des OBNL, des organismes à but non lucratif. Depuis longtemps, le chantier de l'économie sociale lutte pour faire remplacer les OSBL par des OBNL, des organismes à but non lucratif. Puis j'ai entendu ici, là, des gens qui parlent de OBNL. Bon, c'est entré dans le discours. Pourquoi? C'est parce que depuis 1602 en Angleterre et 1923 au Canada, on ne peut pas poursuivre des buts économiques par le biais d'une corporation sans but lucratif. C'est interdit, c'est illégal. D'ailleurs, le ministre Fournier, dans la lettre qu'on ne vous a pas montrée, mais on vous l'a lu, moi je l'ai mis, mon petit bout, là, le ministre Fournier utilise 1, 2, 3, 4, 5 fois dans le paragraphe au BNL. C'est illégal. Ce n'est pas conforme à la légalité. C'est une négation de la loi. La loi n'est pas encore passée et le ministre, déjà, parle comme ça. Alors, on a intégré cette logique-là. On utilise une expression qui ne correspond pas à la loi. Le chantier, dont c'est la logique, poursuivre des objectifs économiques sans but lucratif, n'a jamais été poursuivi, mais on en a légitimé l'action par l'adoption en 2013 de la loi sur l'économie sociale. L'article 2
promouvoir l'économie sociale comme levier du développement économique. On est tous pour ça. Vive l'économie, blablabla. Soutenir le développement. 3, favoriser pour les entreprises de l'économie sociale l'accès aux mesures et programmes de l'administration. Favoriser. Alors, si vous avez accès aux programmes du gouvernement, sachez que si vous n'êtes pas de l'économie sociale, vous n'êtes pas favorisé. L'article 7 de la loi sur l'économie sociale, dans l'exercice de ses pouvoirs et responsabilités, tout ministre doit, dans ses interventions, prendre en considération l'économie sociale dans les mesures et les programmes qu'il fait dans son ministère. Alors, vous avez compris, on a choisi au gouvernement du Québec les serviettes, et vous autres, vous êtes malheureusement, pour M. Fournier, les torchons. Cette loi masque le problème qui sera cependant résolu par, si on en croit les projets de loi que j'ai vus, par la nouvelle loi sur les OSBL, dont le texte est prêt et qui transforme les OSBL en OBNL. Et tous les organismes sans but lucratif qui ne se seront pas défendus au moment de leur constitution en organismes de l'économie sociale. Tout le monde va être dans l'économie sociale, sauf ceux qui ne veulent pas être dans l'économie sociale, c'est-à-dire être considérés comme un organisme qui agit dans et pour l'économie et non pas pour le social. C'est ça l'enjeu. Alors, nous sommes donc des entreprises comme les autres. Pourtant, on se croyait différents. La loi 56 anticipe, en quelque sorte, sur la normalisation des OSBL qui s'en vient, pour conformer cet outil aux impératifs du marché. Pour comprendre l'importance sociale de la réforme envisagée, il faut en faire un petit peu de sociologie. Et là, c'est un terrain périlleux pour un ancien professeur de droit, mais c'est nécessaire pour comprendre la tendance, ce vers quoi on nous conduit. On se croyait différents. Le Québec était un pays catholique, dans un continent protestant. Et alors, la religion catholique gère institutionnellement la charité, en recueillant des dons et en organisant ce qu'elle nomme des œuvres, des hôpitaux, des écoles, des centres pour femmes, etc., des aveugles, tout. Les protestants n'institutionnalisent pas la charité, mais la réalisent dans la solidarité interindividuelle de la petite communauté réunie autour d'un pasteur. C'est tellement vrai que nous avons intégré au Québec, quand on s'est débarrassé de l'Église, on a intégré la structure protestante qui est United Appeal. On appelle ça Centraide ici. On ramasse l'argent, puis on le distribue au groupe. On ne fait pas une institutionnalisation, on finance les entreprises privées. Pour les protestants, l'intervention de l'État dans le social vise uniquement à suppléer temporairement les déficiences et les échecs de la solidarité de la communauté de base, momentanément incapable. L'intervention de l'État est donc un constat d'échec momentané dans ces sociétés. Pour les catholiques, c'est autre chose. C'est l'institution caritative qui doit pourvoir à la santé, à l'éducation, au soulagement de la pauvreté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Québec quand les Québécois ont décidé de laïciser le social? Ils ont transféré toutes ces activités à l'État. Et ce fut ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, ou plutôt, comme a dit Bergeron, une évolution tapageuse. Sont alors nés tout un foisonnement de comités de citoyens pour remplir les tâches non encore assumées par l'État social en devenir. Clinique médicale de proximité, clinique juridique, comité de logement, comptoir alimentaire, garderie, puis un petit peu plus tard, maison pour femmes, etc. Mais la suite a démontré que l'objectif était bien de suppléer les déficiences temporaires de l'État social et de lui transférer rapidement ses responsabilités. Ce furent les CLSC, l'aide juridique,
la Régie du logement, les CPE et l'aide sociale. Les comités de citoyens se retirant quand l'État social prenait enfin le relais. C'était d'autant plus urgent pour l'État d'intervenir que ce foisonnement citoyen était devenu un lieu de conscientisation et d'action politique qui commençait à menacer le pouvoir des élites. On se rappellera que le maire Drapeau, M. Saunier et la Ville de Montréal demandèrent en 1969 au fédéral, M. Trudeau, d'intervenir pour mater le pouvoir populaire. Une révolution se préparait et était appréhendée. Ce sont eux, les militants des comités citoyens réunis dans le FRAP, qui seront emprisonnés par l'armée des mesures de guerre en octobre 2010. 70. Il fallait supprimer et contrôler ce levier politique. Après ce choc traumatique qui désarticula le mouvement citoyen, ce fut un long processus qui aboutit aujourd'hui à l'assujettissement du communautaire, à la sous-traitance des fonctions que celui-ci avait assumées. Bien sûr, l'ineffable ministre Bolduc l'avait reconnu, ça coûte 3 fois moins cher. Mais cela pose un problème de contrôle de qualité, alors on instaure la logique contractuelle, on en a parlé tout à l'heure, de la sous-traitance avec reddition de comptes et comptabilité par objectif. On regarde ce que vous avez fait, puis si vous avez dépensé de l'argent pour remplir ce que vous avez dit que vous allez faire. Alors, lors de l'adoption de la nouvelle loi sur les OBNL à Ottawa, fédérale, en 2009, j'avais vu le texte, j'avais participé un peu aux consultations du ministère de la Justice, puis on était tous prêts, puis... Et puis tout d'un coup, on ne l'avait pas vu venir. Soudain, on a vu arriver, en fin du processus, les lobbyistes de l'Institut des comptables agréés qui ont imposé une nouvelle exigence. Tous les OSBL doivent se soumettre à une expertise comptable, l'article 188. Le gouvernement du Québec en fait maintenant une condition à la signature des contrats de financement. C'est une subvention de 9 millions de dollars. On a calculé ça, 3 000 dollars par année pour 3 000 groupes. Ça donne 9 millions de dollars au comptable. Donc, on contrôlera les sous-traitants par les comptables. Pour la qualité, pour le contrôle de qualité des services, on s'en remettra, vous n'avez peut-être entendu parler, à une déclaration sur l'éthique, un code d'éthique, autogéré, et aux plaintes du public. Fait que l'État ne s'occupe plus de contrôler le service que reçoive la population. C'est l'éthique qui va contrôler. Et l'éthique, ça, c'est le rideau derrière se cachent les anciens curés qu'on avait mis dehors. Et c'est là qu'on en est. Alors, sous-traitance des fonctions de l'État à des entreprises privées, communautaires ou non. Maintenant que la mécanique de contrôle communautaire est assurée par les comptables, on peut ouvrir le service rentable au secteur privé. Clinique, médicale, résidence pour personnes âgées, garderie, etc. Mais ce secteur privatisé des secteurs publics, et c'est l'argument du commissaire ou lobbyiste, exige l'égalité de traitement, la parité sur le marché des services de représentation auprès des décideurs. Ce sont les entreprises qui l'ont demandé. Puis le commissaire, dans son rapport, proposition de modification à la loi sur la transparence, dans lequel il y a à l'annexe, c'est la loi qui est mise là, le projet de loi que nous avons maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il disait, le commissaire? Il disait l'insatisfaction auprès des entreprises. Le fait que les groupes ne soient pas là, ça suscite l'insatisfaction. Bon. Alors, il faut satisfaire l'entreprise, donc on va contraindre le mouvement populaire et le mouvement communautaire. Craignant de ne pouvoir continuer à accumuler des profits hors impôts par le biais d'OSBL, ils veulent s'assurer
que les OSBL fonctionnent comme des entreprises privées, ce qu'elles sont finalement, et se soumettent au même registre, aux mêmes règles que les entreprises privées. La loi 56 n'est qu'un des mécanismes pour y parvenir. Un autre était envisagé par Harper de soumettre à l'impôt les activités dites commerciales, j'en ai parlé, mais on s'en est débarrassé. Le marché du social est maintenant ouvert à tous. C'est ainsi qu'une partie de la substitution aux insuffisances de l'État, le mouvement communautaire québécois se trouve normalisé, harmonisé, intégré dans la perspective nord-américaine de l'État qui s'est vu comme un substitut temporaire aux initiatives privées répondant aux impératifs du marché dans une logique de public choice. S'il y a une demande solvable, le privé l'assumera. Ce sont les choix des consommateurs qui doivent orienter les décisions de financer une initiative, mais je vais finir mon affaire parce que ce sont les choix des consommateurs qui doivent orienter les décisions de financer une initiative. C'est la logique de la nouvelle administration publique. Je ne sais pas si vous l'avez lu, cette loi-là, mais c'est la loi de l'administration publique de Mme Forget. L'article 2.2, l'administration vise à l'atteinte de résultats en fonction des objectifs préalablement établis, à une reddition de comptes qui porte sur les performances dans l'atteinte des résultats. Je pense que c'est un discours que vous avez déjà vu dans votre contact avec le gouvernement. Alors, c'est la logique de Mme Forget, faire plutôt qu'assumer. Elle disait piloter plutôt que ramer. C'est vous autres qui allez ramer. Toute action de l'État s'avère un obstacle au libre marché. Les seules contraintes au marché seraient celles qu'il impose lui-même. Oh, je n'avais pas mis le truc. Qu'il impose lui-même, y compris dans le domaine du social et de la solidarité. L'État ne subventionnera que les demandes faiblement solvables. Et là, ce que vous allez voir arriver, c'est les bons, les subventions aux familles, ça c'est Harper, direct, pour qu'ils puissent financer les petits déjeuners, etc. Alors, on n'organise plus les services sociaux. On donne de l'argent au monde pour qu'ils puissent acheter auprès de l'entreprise privée les services. C'est la même chose pour le logement. Dans ce marché, je ne sais plus si j'ai encore autre chose, là. Non, j'ai sauté quelque chose. Ah oui, c'est ça. Dans ce marché égalisé et concurrentiel, tous doivent être traités également. C'est la question dont on parle aujourd'hui. Pour les organismes assujettis à la loi, cette transparence sélective engendre un sentiment d'injustice pour les entreprises dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, les OSBL doivent être surveillés et contrôlés. Voici le texte. L'exclusion de certains organismes, normalement, aucun encadrement déontologique. Vous êtes tous des voleurs, des bandits. Le code de déontologie des lobbyistes est en effet inapplicable à ces communications de bienveillance, de sorte qu'aucune mesure de surveillance et de contrôle n'existe relativement à la façon dont ces activités de lobbyisme peuvent être exercées. Article 129 du projet de loi, le commissaire au lobbyisme surveillera le contenu et la véracité des communications faites par les groupes communautaires auprès des décideurs publics. Vous avez bien compris, le contenu, pour savoir si c'est vrai ce que les groupes communautaires disent. Alors, vous avez le texte sous le nez, là. Ainsi, le commissaire au lobbyisme et les lobbyistes auront raison. Le marché du social sera égalisé et nivelé pour tout le monde, qui pourra en tirer profit, en remplaçant le concept de solidarité par la logique de privatisation du domaine communautaire. Si les organismes de défense de droits sont écrasés au passage, ce ne sera qu'une victime collatérale de l'impératif de soumettre l'État aux règles du marché et d'un équilibre budgétaire manipulé. CQFD. Alors, pour résumer, il s'agit d'écarter la logique sociale des rapports sociaux au profit de la logique des rapports économiques de concurrence et au profit d'une logique asociale des corporations à responsabilité limitée. Il s'agit surtout de faire intégrer par les groupes le fait qu'ils sont contrôlés. C'est-à-dire que les groupes ayant peur d'être sanctionnés
ils vont se réguler eux-mêmes. C'est vraiment magnifique. Et là, ça permet ce qu'on appelle une répression discrétionnaire. C'est-à-dire que vous êtes 61 000 à vous inscrire, puis là, bien, si vous n'êtes pas inscrit, ça ne fait rien. Il n'y a personne qui vous achale. Mais tout d'un coup, vous vous attaquez à je ne sais plus qui, M. Hertel, tiens, on a parlé de M. Hertel. Alors, vous vous attaquez à M. Hertel, tiens, on va voir dans vos papiers. Vous n'avez pas rempli les papiers, paf, c'est vous qu'on va viser, comme le gouvernement Harper a fait. Ce sont les organismes de développement international et les organismes de défense de l'environnement qui ont été visés sur les questions d'organismes de charité et pas les 10 plus gros organismes de lobby canadiens qui font de la politique à plein tube, comme le Fraser Institute à Vancouver, qui, lui, n'a jamais été inquiété parce qu'il faisait de la politique sous le biais d'organismes de bienfaisance. J'étais en train d'aller me choquer, alors je vais arrêter tout de suite. Alors, merci. Ah, non, non. J'ai dit, mais le ministre se garde une petite gêne. Voilà le petit gêne du ministre. Alors, il vous dit qu'il va consulter les OSBL, tout ça. Alors, on a dit que c'était une victoire. Moi, je dis que c'est une petite gêne. Merci.